les AOD généralement sont bien connus des cardiologues et plutôt appréciés des cardiologues, et c'est normal parce que on possède maintenant de nombreuses études de non-infériorité qui démontrent leur non-infériorité par rapport aux AVK dans la fibrillation atriale non valvulaire et dans la maladie thromboembolique veineuse. On pensait que peut-être au début de leur utilisation, le bénéfice serait moins important chez les patients âgés, mais finalement, on a des données qui s'accumulent pour montrer que c'est là qu'on a le meilleur bénéfice en termes d'efficacité et aussi de sécurité avec moins d'hémorragie intracrânienne. Alors, ce sont quand même des molécules, les AOD, qui ont de nombreux avantages. C'est pas très étonnant parce qu'il faut savoir que les autres anticoagulants ont eu des propriétés anticoagulantes qui ont été découvertes de façon fortuite, que ce soit pour l'héparine ou pour les AVK. Tandis que ça, ce sont vraiment des molécules qui ont été designées par l'industrie pharmaceutique pour être les anticoagulants idéaux. Alors, je ne sais pas s'ils sont idéaux, on a quand même un petit nombre d'inconvénients, mais c'est vrai que par rapport aux AVK, il y a un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est un mécanisme d'action direct, contrairement aux AVK qui ont un mécanisme d'action indirect, puisque les AVK, ça agit sur la synthèse des facteurs de la coagulation. La résultante de ça, c'est qu'on a une action qui est beaucoup plus rapide avec les AOD, au contraire des AVK, où vous savez qu'il faut plusieurs jours pour avoir un effet anticoagulant. Le petit inconvénient avec les AOD, c'est qu'on n'a pas des antidotes pour l'instant pour toutes les molécules. Ça va arriver, mais c'est encore des antidotes qui ont un coût très très important. Ils ont un coût plus élevé que les AVK, mais il n'y a pas de suivi biologique. Et surtout, il y a un bénéfice en termes d'hémorragie cérébrale. Petite inconnue avec les AOD, ce sont les interactions médicamenteuses. Il y en a moins probablement qu'avec les AVK, mais il y a quand même des questions qui se posent, notamment par exemple chez les patients cancéreux, où on ne connaît pas encore très très bien toutes les interactions médicamenteuses possibles avec toutes les nouvelles molécules. Donc il y a beaucoup d'avantages aux AOD, et en médecine interne, je pense qu'ils sont très largement utilisés. La question qui est posée, je pense, aujourd'hui, c'est plutôt quand faut-il ne pas les utiliser ? Alors, il y a une pathologie où on sait qu'il ne faut pas les utiliser, c'est le syndrome des antiphospholipides, alors avec quelques petites réserves peut-être. Donc, je vous montre une revue de 2018 qui proposait une prise en charge conventionnelle du syndrome des antiphospholipides pour la prise en charge du risque thrombotique. AVK, OK, HBPM quand on a besoin d'une voie parentérale. Et à l'époque, il y avait un point d'interrogation sur les AOD. Parce qu'en effet, on n'avait pas beaucoup de données. On avait, et je vais vous montrer seulement 2 études, il y en a une troisième qui est parue en 2019, mais qui est, je pense, plus contestable. On avait une première étude qui était une étude avec un critère de jugement intermédiaire. Donc, il avait été proposé de tester les AOD versus AVK chez les patients avec un SAPL. Et le critère de jugement, c'était un test biologique que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, qui est le test de génération de thrombine. Alors, les résultats de cette étude avaient été interprétés comme peut-être qu'on peut poursuivre et avoir une étude de plus grand effectif avec parce que finalement, c'est pas très clair sur le critère biologique. Alors, pour vous expliquer ce qu'est un test de génération de thrombine, en fait, on prend le plasma du patient. On va rajouter un tout petit peu de facteur tissulaire qui est l'initiateur physiologique de la coagulation. La différence avec les tests de laboratoire, c'est que les tests de laboratoire, on met 10 000 fois la concentration physiologique de facteur tissulaire quand on induit la coagulation. Donc ce test, il a l'avantage d'être beaucoup plus proche de la physiologie. Et ensuite, on prend un substrat qui émet de la couleur quand il est mangé par la thrombine et on mesure ce qui se passe au cours du temps. Et donc on obtient ce type de graphe où on mesure plusieurs paramètres. Un temps de latence d'apparition de la génération de thrombine, une aire sur la courbe qui correspond à la quantité totale de thrombine générée, un pic, etc. Et dans l'étude RAPS, vous voyez, il y avait en particulier 2 paramètres qui semblaient plutôt supérieurs à l'effet qu'on obtenait avec les AVK. Puis il y avait 2 paramètres qui étaient supérieurs avec les AVK, donc on n'arrivait pas bien à conclure. Et on avait dit peut-être que ça fait aussi bien. Puis il y a eu une deuxième étude qui a été publiée en 2018, l'étude TRAPS, qui a un peu mis fin aux discussions de façon quasi définitive, qui était un essai randomisé de phase 3 de non-infériorité, AVK versus AOD.
avec des patients à triple positif, donc qui ont les 3 critères biologiques, c'est-à-dire des patients qui ont un risque thrombotique élevé. Il était prévu d'inclure à peu près 500 patients dans l'étude, et l'étude a été interrompue prématurément parce qu'il y avait un excès de thrombose dans le groupe de rivaroxaban. Vous voyez ici l'incidence cumulée des thromboses dans les 2 groupes, donc on voit très clairement qu'on a plus de thromboses avec le rivaroxaban versus warfarine, et essentiellement des thromboses artérielles. Alors, la petite réserve peut-être qui peut être émise sur cette étude, c'est que dans le groupe warfarine, il y avait les patients sont à risque thrombotique élevé, donc probablement il y avait un certain nombre de patients qui avaient l'INR cible au-delà de l'INR cible 2,3, plus 2,5, 3,5, voire plus, alors que la dose de rivaroxaban qui a été utilisée, c'était une dose standard. Donc peut-être qu'on aurait dû utiliser une dose un petit peu plus élevée. Je ne vous montre pas la diapositive, mais il y a une étude espagnole qui a été publiée en novembre 2019, qui est une étude randomisée avec beaucoup moins de patients, qui montre non-infériorité, mais dans l'analyse en sous-groupe, en fait, quand on enlève les patients qui n'avaient pas leur INR dans la zone cible, et ben finalement, il n'y a pas de non-infériorité des AOD. La warfarine fait mieux que les AOD. Donc, de préférence, dans le SAPL, ne pas utiliser les AOD, sauf si on ne peut pas faire autrement. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut appeler les internistes pour leur demander leur avis. Alors, je me suis posé la question, mais j'ai trouvé aucune donnée. Est-ce que dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, on peut les utiliser ? J'ai rien trouvé du tout. La seule chose que j'ai trouvée, ce sont des recommandations canadiennes qui préconisent évidemment un traitement anticoagulant en cas de thrombose chez ces patients qui ont un risque thrombotique 3 fois plus élevé que la population générale, mais il n'y a aucune recommandation de classe dans ces recommandations canadiennes. Et on n'a pas de données, enfin, à ma connaissance, sur le risque des AOD. Je me suis posé la question parce que, en raison du risque d'hémorragie digestive, puisqu'on sait qu'il y a plus d'hémorragie digestive avec les AOD. Et puis la dernière question que je me suis posée, c'est dans la maladie de Behçet, qui est une maladie qui se complique dans 40% des cas de thrombose, et 75% de ces 40% sont des thromboses veineuses, plutôt superficielles. Le traitement, ça n'est pas les anticoagulants qui n'apportent pas grand-chose, mais la place des AOD n'a pour l'instant pas été évaluée. Donc je crois que les AOD, ça peut être le premier choix dans beaucoup de circonstances, mais retenez qu'en cas de SAPL, on ne les utilise pas. Et il y aura probablement plus d'études, étant donné l'échec de l'étude TRAPS. Je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles études randomisées qui compareront les AOD aux AVK. Et dans les maladies inflammatoires chroniques du côlon et la maladie de Behçet, on n'a pas de données. Je vous remercie pour votre attention. Bon, merci beaucoup, ça refroidit pour les AOD. Et on a une bonne explication pour cet échec-là ? Non, on n'a pas du tout d'explication. Tu as dit que c'était des patients avec des triples positifs, c'est ça ? C'est ça, qui sont triple positifs, oui, c'est ceux qui ont le risque le plus élevé. Je parle sous contrôle des spécialistes. Dans l'étude espagnole qui vient de sortir dans Annals, c'était pas des triples positifs. C'était ceux qui thrombosaient, c'était plus les triples positifs et c'était plutôt des thromboses artérielles. Mais il y avait tout type de malades inclus. Donc, vous considérez que le risque ischémique est le même chez toutes les formes de SAPL, parce que les APL mineurs, moi j'en ai en consultation, qui sont sous AVK depuis très longtemps, qui ont eu un petit accident veineux il y a 20 ans et qui veulent absolument les AOD, t'entends quoi. C'est quoi que t'appelles APL mineur ? C'est genre à quel titre ? Ouais, mais non, mais c'est-à-dire, parce que si le titre il est franchement positif, il faut quand même que tu le considères. En fait, c'est des patients qui ne comprennent pas forcément dessus du titre non plus. Ils ont eu un examen il y a 20 ans, ils ont un AVK à vie. Les patients, ils ne sont pas tous égaux, ils ont des risques. On donne un peu plus de poids à l'anticoagulant circulant, il y a des titres élevés d'anticorps, mais c'est... Après, dans l'étude, avec le critère de jugement, l'étude RAPS, là, avec le critère de jugement sur la génération de thrombine,
En fait, quand on prend les paramètres qui semblaient intéressants sous rivaroxaban, c'est pas du tout les paramètres les plus importants de la génération de thrombine. Le paramètre le plus important, c'est l'air sous la courbe, donc la quantité totale de thrombine générée. Et là, clairement, avec les AVK, on a une quantité totale de thrombine générée pour ces patients qui est inférieure. Donc finalement, on se demande s'ils auraient dû faire l'étude clinique parce que c'était pas très prometteur. Jean-Philippe? J'avais une question pour l'hémostasienne. Est-ce que tu peux rapprocher l'échec des AOD dans les prothèses mécaniques de la physiopathologie de la thrombose dans le SAPL? Tu as l'impression qu'il y a un lien avec la phase contact? Non, franchement, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce sont les deux échecs des AOD finalement, et il y aura probablement plus d'études pour tester. Alors, est-ce que ce sont des questions de dose d'anticoagulants? Je ne sais pas. Mais on n'a pas d'explication dans les deux circonstances. Est-ce qu'on attend des nouveaux anticoagulants directs un peu, entre guillemets, plus puissants que le rivaroxaban dans les années qui viennent? On attend de nouveaux anticoagulants directs, oui. Qui seront... on cherche surtout plus de safety. Donc les industriels se dirigent vers les anti-11 qui auraient une meilleure sécurité d'emploi. Est-ce qu'ils seront plus puissants? C'est intéressant le facteur 11. Normalement, on a une belle efficacité. Reste à savoir si ce sera plus efficace, je ne sais pas. Oui. Mais l'idée, effectivement, est de cibler le facteur 11 ou 12, qui sont dans la voie endogène de la coagulation, qui est en fait une voie d'amplification de la génération de thrombine, et qui est très impliquée, on sait, dans la thrombose, donc en se disant que probablement on aura une meilleure efficacité avec une meilleure sécurité. Mais ça reste à prouver parce que les deux études dans la chirurgie orthopédique avec les anti-11, ça ne démontre pas un bénéfice sur les hémorragies. Donc, on a un peu l'impression que ceux qui ne marchent pas, qui échappent au rivaroxaban, c'est ceux pour qui les anciens voulaient qu'ils aient des INR près de 3,5 en fait. Et c'est la même chose pour les valves. Ouais. On a peut-être raté les doses. Et puis on parle de 60 malades par groupe quand même. Mais ça suffit pour démontrer que ça ne marche pas, donc c'est bien. Ouais, enfin bon, faut y croire.